Retour dans cette émission avec nos invités sur ce plateau. Nous continuons l'aventure avec ce rebondissement dans l'affaire que nous connaissons tous sous le vocable de Petrolgate. La semaine dernière, le rapport d'audit a été mis en circulation et tout le monde connaît à peu près ce que les recommandations de ce rapport. Mais Joël, vous avez lu le rapport Petrolgate et vous avez lu... Oui. C'est pour te taquiner. Vous avez sûrement vu le contenu du rapport. Plusieurs personnes sont accablées. Et Alternative avait parlé de 500 milliards, mais aujourd'hui, dans les recommandations, on a vu que 300 milliards, mais il y a certains documents que les intéressés refusent de donner à la commission d'audit. Non, on n'a pas vu dans le rapport 300 milliards. Le rapport culmine toujours vers les 500 milliards, à peine, je crois, 4 millions qui manquent, parce que quand tu vois le total A qui fait 100 et quelques milliards, 134 milliards, plus le total B qui fait 304 milliards, ça nous amène vers les 300 milliards, les 500 milliards. Et donc, ça veut dire que, premier élément, ça veut dire que la justice doit revoir son verdict. Parce que ce que le confrère a dit, et vous lui demandez d'apporter les preuves. Les preuves sont là aujourd'hui qui donnent un détournement de près de 500 milliards. Tu l'as bien dit, c'est-à-dire que les Adakli ont refusé de remettre certains, je crois, les plaques à la mission, à l'inspection. Et il ressort notamment de ce rapport des choses assez ahurissantes. Par exemple, rien que le différentiel sur le dollar, le prix, la valeur du dollar à la commande et la valeur du dollar au paiement, ça fait 89 milliards. Disons banalement 90 milliards. Tout ce qui a été commandé, commande qu'on a fait, livraison qu'on a sans facture, sans preuve de facture, ça fait 264 milliards que la commission demande en autres actes de justifier à défaut de rembourser. La ministre Leguezim, à elle seule, a mis par devers elle, la commission demande de justifier 776 millions. C'est-à-dire qu'elle tend vers le milliard, un ministre. Le monsieur adjoint de CSFP, Ondon, Komla Kondo, etc. L'actuel coordonnateur. L'actuel coordonnateur. Mais quand le tribunal demande d'apporter des preuves, quelle preuve peut-il y avoir de mieux que d'abord ce qui a été dénoncé, l'État reconnaît effectivement m'a volé. On a détourné, on m'a escroqué dans la commande du pétrole. Qui ont été à la commande? Le rapport dit clairement, vous et vous justifiez. C'est-à-dire qu'il leur revient de justifier près de 2/3 de ce qui a été détourné. Les autres acteurs qui ont été cités, effectivement, le rapport les cite également, vous nous devez de l'argent. Moi, je ne vois pas ce qu'on a qualifié de fake. Et quand un ministre s'est permis de s'exercer, c'est sur ce plateau, moi j'ai dit, M. Bahara avait été en mal, il avait intérêt à se repositionner, à faire des clins d'œil à son ami d'hier qui l'a mis derrière le rideau. Et donc, il a voulu s'inviter dans un débat où on ne lui a rien demandé. Voilà qu'aujourd'hui, je ne sais comment se présente son visage quand il passe, quand on lui parle du Petrolgate, parce que le rapport est là. Le travail fait par l'inspecteur Ibrahim est là. Et l'autre fait aussi, on a vu l'émergence des esprits que je dirais dangereux pour le débat public. Des esprits que je dis dangereux pour le débat public parce que de quoi on parle? On parle d'une escroquerie nationale. C'est pas le machin d'affaires d'escroquerie internationale dans laquelle on a malmené un monsieur dans tous les sens. On parle d'une escroquerie nationale où on a volé, c'est sur ce plateau on l'a dit, on a volé tout le monde. On nous a tous volé. Alors il y a des kidam qui se lèvent qui disent non, il n'y a pas eu de vol. Mais en fait, c'est quoi? Quel type de situation nous sommes en train de construire? Je le répète, moi je suis partisan du formatage du citoyen togolais aujourd'hui pour qu'on installe un nouveau citoyen. Il faut qu'on réinstalle une nouvelle société togolaise avec les valeurs depuis la maison, depuis la base. Parce que cette complaisance qu'on a instaurée, c'est ce que ça donne aujourd'hui. Mais pour des sujets qui demandent le minimum de respect, le minimum de dignité, les gens se livrent à tout et rien dans cette histoire.
Mais quand vous voyez le rapport de l'audit, tu te demandes comment est-ce que, au sein d'un État, on peut se permettre c'est plus que légèreté, c'est de tel libertinage. On fait des factures, on fait des commandes sans facture, sans justification, jusqu'à 264 milliards, et personne ne dit rien. Et vous voyez, quand vous lisez dans le rapport, moi je dis le pétrole Gates doit être le Petrobras qu'on a connu au Brésil. Et certainement, parce qu'on dit certaines lignes du rapport, on comprend que cette affaire ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont rentrés, tellement de gens qui ont mangé dans cette histoire, et qu'en refusant de remettre rien que les plaques, cela dit que ce n'est pas 500 milliards qui étaient détournés, mais c'est plus que 500 milliards, en fait, c'est plus que le double, comme certains le disent, et qui ont été détournés. Mais on est là, on suit, on va décrypter après le rapport un à un, et des commentaires vont suivre. Merci beaucoup, Joël. Oui, Luc, les Daclé, la famille Daclé, une mise en cause dans cette affaire-là, refuse de donner les documents aux inspecteurs pour l'audit. Mais déjà, cette attitude à elle seule suffit pour qu'ils se retrouvent sous les verrous. Parce que là, on porte outrage à un travail d'État qui est commandité par l'État de telle manière à faire éclater la vérité. Mais au nom de quoi et en vertu de quel pouvoir ils peuvent refuser, par exemple, de donner des documents administratifs, et donc dont ils détiennent juste parce que, justement, c'était eux qui étaient là-bas et qui exerçaient le travail. Donc ça, c'est une attitude criminelle et c'est une insolence et une arrogance qu'un État normal ne doit pas pardonner, ne doit pas tolérer. C'est clair. Voilà. Ça, c'est un point, pour moi, ce n'est pas discutable. Cela dit, je voudrais profiter justement de cette occasion pour féliciter avec beaucoup d'énergie le travail qui a été fait par le journal Alternative. Parce qu'il a eu le mérite de révéler des trous béants dans la gestion d'un pan de l'économie du Togo. Parce que la question du pétrole dans le pays concerne justement tout le monde à la fois. Et donc, il a révélé cela, et puis l'incongruité étant par essence dans nos chromosomes, la justice a cru devoir donc le condamner pour diffamation des gens qui refusent de remettre aujourd'hui des documents administratifs afin qu'on puisse faire éclater la vérité qu'ils sont supposés rechercher eux-mêmes. Cela dit, on constate au bout du compte avec ce rapport que d'abord, l'affaire est vraie, elle est avérée, elle est réelle et son préjudice sur l'économie du pays est aussi manifeste, réel. Alors, après, lorsqu'on a condamné Ferdinand Haïté et le journal Alternative, on a vu l'avocat des Adjakli tourner sur tous les médias internationaux et puis certains médias locaux pour soutenir la thèse selon laquelle les faits même ne sont pas avérés. Alors, le rapport en lui-même vient le démentir de façon sanglante. Mais on peut encore tolérer parce qu'on se dit, un avocat, il est dans son rôle. Vous me recrutez pour défendre votre cause, j'essaie de la défendre en tant que tel, et puis vous me payez pour, on comprend. Mais lorsqu'un ministre du gouvernement, donc qui a la responsabilité d'éclairer la lanterne du peuple, et qui se prononce sur un dossier pareil, en ironisant, et en donnant le sentiment que, écoutez, c'est une affaire qui n'a pas de tête ni queue, et qui n'a aucun impact, ni sur le budget de l'État, ni sur la vie même de la population, et qui vient lui aussi d'être démenti de façon aussi sanglante. Mais moi, à sa place, je démissionne. C'est-à-dire que je me suis alors mis dans la position d'un égareur d'esprit des citoyens. Et ça, c'est très dangereux. De deux choses l'une. Ou bien vous maîtrisez le dossier et puis vous en parlez, ou alors vous ne le maîtrisez pas, vous dites en toute honnêteté intellectuelle, je ne me prononce pas sur cette question, et puis l'argument est tout là. Voyez-vous, j'étais avec certains jeunes collègues pour le compte de la chaîne de télévision où j'ai été pris comme consultant Vox Africa. On a invité un ministre, et dans le protocole de questions, il y avait des questions liées à Petrogate. Très gentiment, il nous a dit,
Bon, je ne souhaite pas me prononcer sur cette question-là. Si vous pouvez la lever. Pourquoi? Parce que le dossier étant entre les mains des auditeurs, l'État ne souhaite pas se prononcer là. On comprend. On comprend qu'on attend un résultat de technique, une recherche scientifique et technique avant de pouvoir se prononcer. Au moins, c'est élégant. Mais lorsque de façon délibérée et avec une attitude narquoise, vous tenez des propos qui prêtent à confusion et donnent le sentiment que le journaliste n'a pas fait son travail et que finalement vous êtes démenti avec autant de précision, mais il y a un souci qui est sérieux. Dès l'entame de cette question d'audit, moi j'avais écrit un article pour dire l'essentiel n'est pas de faire l'audit et d'établir un rapport. L'essentiel, est de pouvoir mettre ce rapport à la place publique. Parce que le rapport a été fait avec l'argent du contribuable togolais. Le contribuable a le droit d'accéder à ce rapport-là. Ça, c'est un. Deuxième chose, que les recommandations formulées par le rapport puissent être mises en œuvre. Mais pourquoi il faut les mettre en œuvre? Parce que ce dont nous parlons concerne le bien commun. C'est-à-dire que ce n'est pas le bien d'une entreprise privée qui a été bradée ou spoliée. Il s'agit du bien commun. Alors si nous sommes dans une gouvernance orthodoxe qui a conscience de ce qu'il gère est l'émanation du labeur du citoyen, c'est clair que le devoir de redevabilité exige du dirigeant une certaine transparence. Il n'y a pas de complaisance dans cette histoire. Les gens peuvent se montrer défaillants. Il faut les sanctionner parce que vous ne devez pas avoir d'état d'âme quand il est question de gérer des affaires qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que vous avez été mandaté par des gens pour gérer leurs biens. Vous ne pouvez pas avoir des états d'âme en la matière. Vous ne pouvez le faire que dans le respect strict des lois qui sont établies à cet effet. Donc, j'espère véritablement que, à partir de l'instant où il est avéré, c'est vrai que l'État a eu du mal à mettre à la disposition du peuple le rapport en question, mais on est au XXIe siècle avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a. Donc, tout le monde est au courant aujourd'hui du contenu de ce rapport. Il va falloir lui donner une suite tout simplement, de telle manière qu'on puisse passer à autre chose avec l'espoir que la mise en œuvre des recommandations en question va participer à redresser les gens et à commencer, de sorte qu'ils commencent à considérer un tant soit peu le bien commun comme véritablement un bien commun. Merci beaucoup. Joël, je voudrais poser cette question. Est-ce qu'on peut dissocier la diffamation de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux résultats de l'audit d'OG? Parce qu'en novembre dernier, au tribunal de Lomé, le juge disait qu'il condamne l'alternative Ferdinand Haïté sur la diffamation, sur l'aspect diffamation. Mais aujourd'hui, le rapport révèle que tout ce que l'alternative avait publié le 9 juin dernier est avéré. C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que la publication du rapport vient démonter le verdict du tribunal. C'est ça. Donc, que la dernière fois qu'on a fait appel, c'est vrai, le procureur a dit c'est maintenant que il vient de rentrer en possession des mémos des avocats de la défense et autres là, c'est-à-dire que le verdict de la cour d'appel ne peut être autre chose que de casser la condamnation, c'est-à-dire le verdict qui a été rendu condamnant le confrère, ne serait-ce que pour le bon sens, ne serait-ce que pour le minimum de respect qu'on a pour les valeurs. Si des valeurs restent encore, parce que Luc parlait tantôt presque de la même chose que moi, mais je crois que il faudra peut-être redéfinir le bon sens pour les gens. Parce que, attendez, ce rapport, rien que, avant même que le juge ne rende son verdict, rien que le fait que l'État ait commandé un audit suspend toute la volonté du juge de condamner que ce soit. Et ça, nous l'avons dit. À la veille du verdict, nous l'avons publié pour dire, ben, rien que l'État dit, si l'État commande un audit, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'État ne comprend pas. C'est que l'État ne bat pas en presse ce que le confrère a publié. Et donc l'État dit, il y a éventualité que cette histoire existe. Donc toi, tu ne peux jamais conclure en la diffamation pendant que l'État qui a été volé, qu'on a déclaré être volé, dit effectivement je vais aller fouiller voir. Tu parles de diffamation, pourquoi? Pendant que l'État n'a pas encore donné sa réponse. Et déjà, avant même que le verdict ne sorte, il y a le camp qui défendait les Edakli qui a sorti un pan du rapport.
qu'elle ne publie même pas du rapport. Mais moi, je me dis, en tout ce que nous faisons, on dit que l'enfant grandit par l'exemple. Quel que soit ce que vous l'avez inculqué à l'école, là, l'exemple est important. L'enfant grandit par l'exemple. Je me rappelle de ce ministre qui s'est plaint que son enfant, on le qualifie, on l'appelle fils de voleur, bandit, petit voleur. Parce que les parents de l'enfant qui insultaient ses enfants, les parents auraient dit à leur enfant à la maison que quand tu es au gouvernement, tu es un voleur. Que leur papa qui est au gouvernement, c'est un voleur. Et donc ça laisse des stigmates dans l'esprit des enfants. Et aujourd'hui, ça dit que les gens grandissent. On n'a pas besoin d'atteindre l'université pour avoir l'information aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on a appris que bon, voilà, on vote les... Il y a une jeune dame que je connais qui critique souvent, qui ne participe jamais au débat. Et un jour, elle passait par hasard, elle suivait par cette émission, l'autre journal, où ça dit qu'elle a été informée de l'existence du pétrole guide, de comment les choses se passaient. Elle me dit, oh, les choses se passent comme ça dans ce pays. Et la lumière rentrait dans son esprit. La lumière rentrait, elle est sortie des ténèbres pour se rendre compte. C'est comme ça même qu'on dirige notre pays. Et donc, le minimum de bon sens demande qu'on envoie quand même les signaux aux Togolais pour dire il y a encore un État. Et quand je parle de la nécessité de dire aux Togolais qu'il y a un État, le rapport d'audit recommande, entre autres, que ces messieurs-là répondent devant la justice. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont encore... Ils opèrent encore au ministère du Commerce. C'est eux qui commandent encore le pétrole aujourd'hui. Et leurs avocats ne se privent pas du tout de dire à qui veut l'entendre que la preuve, le vieux encore là aujourd'hui, c'est lui qui commande, c'est lui qui est à la tête de la commande du pétrole. Quel exemple on veut? Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme exemple? Mais l'État, le rapport recommande par exemple que on crée carrément une structure. On casse ce CS, FPP, etc. On crée carrément une structure qui s'occupe de la commande du pétrole. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Aucune suite n'a été donnée aujourd'hui à ce rapport que pourtant c'est l'État qui a commandé. Mais à un moment donné, je me rappelle, il y a un confrère qui a publié dans les années 2007. Est-ce qu'il y a au Togo, est-ce qu'il y a vraiment un capitaine à bord de ce bateau, du bateau Togo? Mais il faut que le capitaine donne des signaux. Il faut qu'il marque son terrain. Parce que si on s'est permis de détourner près de 1000 milliards sous tes yeux, c'est peut-être actuellement on est en train de détourner 2000 milliards. On sait très bien que l'un des fantômes du chef de l'État, c'est de regarder ceux qui deviennent puissamment riches pour qu'ils ne soulèvent pas une force pour mettre en péril son fauteuil. Mais ça veut dire que la menace est toujours là. Enfin, ne serait-ce que pour son intérêt à lui. Pas pour l'intérêt Togo pour le moment, pour son intérêt à lui, ça veut dire que la menace est toujours là. Mais quand on te demande de punir des gens pour donner l'exemple, tu refuses de le faire. Pendant qu'ils sont encore là, tu ne sais pas en 2-3 mois combien ils ont brassé comme milliards. Mais qu'est-ce qu'on veut nous donner comme exemple? Qu'est-ce qu'on veut donner comme modèle aux citoyens, aux jeunes, à l'enfant qui sort du cours primaire, qu'on voit dans la rue? Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme modèle? Oui, merci beaucoup, Luc. C'est presque la même question que je voudrais vous poser. Mais comme Joël vient de le dire tout à l'heure, ces personnalités, ces personnes mises en cause dans ce rapport se retrouvent toujours à leur poste. Personne ne leur dit rien. Par exemple, l'ancien ministre du Commerce, qui est toujours député à l'Assemblée nationale, alors que sous elle, plus de 800 millions ont été détournés. Oui, bien sûr. Non, je préfère penser que le rapport a tellement bouleversé qu'il faut bien réfléchir avant de commencer sa mise en œuvre. Je préfère considérer ça comme ça que de me dire, bon, on a juste commandité le rapport juste pour le plaisir de la chose et puis bon, il n'y aura pas de suite. Ce serait un réel scandale. Et donc, je me dis que dans les jours, semaines ou mois à venir, il y aura nécessairement une suite. Parce que l'affaire là sent tellement mauvais que, justement, la question même de l'existence d'un capitaine à bord se pose malheureusement. Cela dit, il a parlé des valeurs. Mais lorsque nous sommes nés, les premières choses qu'on nous a données comme principe de vie, c'est que tu ne voles pas, tu ne mens pas. Au moins ça. Ok. Et lorsque nous restons dans le principe de la gouvernance par l'exemple, c'est que lorsque quelqu'un en vient à voler, c'est que
il a heurté le principe de la morale de base. Et donc, il faut le mettre hors d'état de nuire parce qu'il devient un dangereux. Il y a un auteur, j'oublie son nom, je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau, qui disait que, en réalité, lorsque la plus grave faute qu'un ministre peut commettre au sommet de l'État, en tout cas un officiel peut commettre au sommet de l'État, ce n'est pas le fait qu'il ne rende pas service à son prince ou qu'il vole, etc. Mais c'est le mauvais exemple qu'il donne à la population elle-même. Et en la matière, lorsque nous nous retrouvons dans des situations pareilles, où il est avéré clairement que les gens se sont rendus coupables de vol, de mensonges, de corruption, en tout cas des vices extrêmement graves qui compromettent le principe même de la gouvernance saine d'un État, si on ne réagit pas, c'est qu'on se rend complice de ce qui a été fait. Donc je préfère considérer qu'on est en train de chercher les bonnes formules qui permettent donc d'arranger cette affaire, d'assainir la gouvernance autour de cette question du pétrole, etc. Parce que je me dis tout simplement que la difficulté, elle est là. En réalité, à partir du moment où le système lui-même date de plusieurs années, il est difficile de trouver des pions intéressants pour pouvoir changer les méthodes de gouvernance. Donc je me dis qu'on est en train de chercher la solution. Mais s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a une compromission totale de l'État lui-même. Voilà. Merci beaucoup. La compromission finit par ronger celui qui cautionne cette compromission. Parce que les événements que nous avons connus depuis 2020, depuis le 22 février 2020, etc., où il y a eu je parlerai des imaginations, des spéculations sur une volonté d'éjecter le chef de l'État, c'est du fait lui-même de son laxisme, c'est du fait de sa négligence. Parce que quand on trouve que tu es trop large, il n'y a pas de charisme, il y a que, c'est-à-dire tu ne prends de décision que pour régler des comptes à des gens qui rentrent dans ton champ d'intérêt pour des détails. Pour des détails. Pas parce qu'ils ont violé le principe qu'ils font de la République. Mais quand tu le cautionnes, mais ne sois pas, sache qu'à chaque minute, il y a la menace que ces gens-là viennent te dégommer. Parce qu'on sait que il n'y a que ce qui t'intéresse qui t'intéresse. Ce qui est relié à toi qui t'intéresse. La République, tu n'as que foutre. Or, ne croyez pas que c'est parce qu'on fait la culture du nivellement vers le bas que tout le monde croit que le Togo n'est plus une république. Il y a des gens qui croient fermement que le Togo est une république et qui, a priori, ne serait-ce pas l'heure de dire on rétablit quand même. Parce qu'on ne peut pas être une économie, on n'a pas une économie de rente. Le Togo, on exporte quand même, on exporte des ressources minières, pendant qu'à côté nous avons le Bénin qui n'a que des recettes traditionnelles, enfin des recettes, comment on les appelle, l'expression m'échappe un peu, des recettes douanières et portuaires, à part un peu le coton qu'ils vendent. Voilà, et on classe le Bénin nous dépasse sur tout le point. Mais il y a quand même un orgueil patriotique à nourrir. Mais quand un certain talent qui est un businessman, il vient faire des réformes courageuses, où aujourd'hui, je vous dis, dans 2-3 ans, l'étudiant béninois, même l'élève béninois sera plus solide que l'élève togolais. Mais tu ne fais absolument rien en cela. À un moment donné, il faut se dire, je veux le fauteuil. Mais il faut quand même que je donne le peu que mes parents ont donné, le peu que par exemple Yadema a donné en termes de charisme. Il faut marquer, il faut construire quand même une nation, il faut construire un pays. Et quand on laisse tout à la va et on se laisse je ne sais comment dire, on se laisse dérouter par de faux conseillers qui disent non, eux ils sont dans la critique, eux ils ne font que te critiquer, il faut te critiquer, mais c'est carrément passer à côté de la plaque. Parce que de la critique naît l'évolution, l'amélioration, l'évolution, en fait, de la critique naît quelque chose de positif. On ne peut pas te critiquer comme ça à tue-tête. Donc plutôt que d'entretenir ces mécréants, ces vendeurs de brouillard qui t'entourent, il faut aujourd'hui s'asseoir et vraiment gouverner, donner une marque
Pas pour plaire à quelqu'un, mais pour tracer la voie, tracer le sillon. Merci beaucoup, Joël. Luc, l'autre chose dans ce dossier, c'est qu'on sait que le principal ordonnateur de ce rapport, bien de cet audit, c'est le ministère du Commerce, l'actuel ministre du Commerce, qui porte le manteau du gouvernement, de l'État. Mais les gens le critiquent parce que il y aurait de comptes à rendre, ou bien, je ne sais pas, vengeance entre eux, les membres du comité, CFPPP, je ne sais pas, c'est pourquoi il fait cela. Et c'est un crime de commanditer un rapport, un audit. Hein. Non mais attendez. Est-ce que l'audit a charlaté? Est-ce que l'audit a fait un travail scientifique propre? Supposons que les gens n'ont rien à se reprocher. Ils seraient les premiers à réclamer un audit. On est d'accord? Alors, donc, on commandite un audit pour faire éclater la vérité qui sont supposés eux-mêmes rechercher. Et puis, bon, ils commencent à s'attaquer à la personne qui a commandité l'audit. Mais c'est tout l'État, c'est l'État lui-même qui a commandité l'audit. C'est-à-dire que oui, c'est la personne, il faut quelqu'un qui pose l'acte. Mais c'est l'État qui est engagé, c'est le gouvernement en personne. Et j'imagine mal un ministre engager cette procédure-là sans bien entendu, il faut que les gens soient intelligents. Mais il faut aussi comprendre ces genres de gesticulations qui sont liées au fait que les gens sont désemparés en réalité. Ils sont désemparés pourquoi? Parce que ils savent qu'ils sont rentrés dans la compromission, qui se sont rendus coupables des actes délictueux, des actes malsains, et qui sont révélés aujourd'hui à la face du monde. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas tomber seuls. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais écoutez, moi je ne l'ai pas fait pour moi seul, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là. Rappelez-vous les critiques qui avaient été formulées dans les journaux qui s'étaient mis au service de la famille des Adjagli. On disait oui, mais on ne peut pas aussi accuser les Adjagli parce que tel ministre aussi était dans le truc, c'est lui qui avait commandité. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur telle personne. Non, ce n'est pas une question de mettre la responsabilité sur telle personne. C'est que chacun a commis des actes qui ont été détaillés point par point par l'audit. Donc, chacun prend pour lui. Il faut au moins qu'ils soient capables d'assumer la maladresse qu'ils ont commise et qu'ils aient l'humilité même de demander pardon ou de rendre ce qu'ils doivent rendre, ne serait-ce que ça. Donc ça veut dire que tous ceux-là qui s'agitent pour dire oui c'est telle personne qui fait ça, que c'est des règlements de compte, ça c'est une comédie. Tout ça c'est pour faire diversion et même digression, voyez-vous. Donc il ne faut pas les prendre au sérieux. On doit vraiment se concentrer sur la donne et sur les principes républicains qui doivent régir le fonctionnement d'un État. Le service public doit être un sacerdoce. C'est-à-dire que vous vous engagez à aller servir l'État, à montrer de quoi vous êtes capable, à révéler vos compétences avec efficacité et rigueur, de telle manière que le peuple lui-même puisse vous élever. Plutôt que d'aller là-bas parce qu'il y a à manger, et donc vous servez, plutôt que de servir. Et ça c'est très grave parce que déjà, le fait que vous soyez à ce niveau-là, l'État vous rétribue à un niveau où le citoyen lambda ne connaît pas ce genre de traitement. C'est déjà un privilège. Et le vrai privilège que vous devez rechercher, c'est l'image que vous allez laisser. C'est l'impact que vous allez laisser. C'est l'apport que vous allez amener de telle manière qu'il y ait une plus-value à partir des œuvres que vous avez accompli là. Ce n'est pas d'aller vous gonfler le ventre. Ce n'est pas de... Mais ça, c'est trop précaire. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'histoire en amassant. Les grands hommes de ce monde qui ont marqué l'histoire, c'est ceux-là qui ont réussi à donner de leur valeur, à donner de leurs compétences, à donner de leur énergie, à donner de tout ce qu'ils ont au service du bien commun. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à nos dirigeants, pas plus que ça. Alors, tout cela, nous qui faisons la critique, un jour j'ai dit à un proche du président de la République, j'ai dit, ben, vous savez, moi j'aime tellement le président de la République que je ne peux pas m'empêcher de le critiquer. Pourquoi? Parce que ça, c'est clair. Je le vois d'une certaine façon en tant que leader, c'est-à-dire je veux qu'il laisse un impact sérieux en tant que leader qui puisse tirer ce pays-là vers le haut et l'amener à un niveau. Parce qu'il jouit quand même d'une sève juvénile, rien. Il jouit de beaucoup d'atouts à la fois pour avoir été dans l'ombre
du président Eyadema, pour avoir eu à gérer un certain nombre de dossiers, il connaît tous les rouages de l'administration togolaise. Il peut véritablement provoquer le déclic du développement de ce pays-là, mais à condition qu'il s'investisse à ce propos et qu'il ne soit pas complaisant. La complaisance, c'est quoi? C'est de dire, bon, écoutez, lui, c'est mon ami, c'est vrai qu'il a fauté, mais je ne peux pas le sanctionner. Non, quand vous avez cette attitude-là, ça veut dire que vous n'avez pas une haute conscience de l'État. Vous n'avez pas une haute conscience de ce que le bien là ne vous appartient pas. Si c'est à vous qu'il a volé, il est rentré dans votre chambre, il vous a volé, bon, vous pouvez dire, écoute, demain ne répète pas, je n'aime pas ça, parce que c'est votre bien, vous n'avez pas de compte à rendre. Mais dès l'instant où vous gouvernez au nom d'un peuple, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les relations que vous avez avec la personne, vous êtes obligé justement d'appliquer ce que dit la loi. Ousmane Sonko, je reviens encore à lui, il était là dans une interview où il a dit, mais écoutez, moi j'ai dit à tous mes collaborateurs, si je deviens président de la République aujourd'hui, même si tu es ma femme, même si tous les jours nous mangeons dans le même plat, et tu te permets de poser un acte qui est en travers des principes républicains, mais tu réponds devant la loi. Voilà. C'est clair, ça devait être un principe. C'est vrai que nous sommes humains, on peut avoir des difficultés, mais le principe même d'appliquer la loi n'est pas à transiger. On ne peut pas discuter là-dessus. C'est pas possible. Merci beaucoup, Luc. Et Joël, voilà, malgré ce rapport, la publication de ce rapport, Adja Clipper, il continue de faire la commande de pétrole avec sa société privée Togo Phoenix Corporation. Ses deux filles, Deborah et Carole Adjakli, sont toujours dans le comité, travaillent là-bas. Son fils, ça dit, il continue de gérer le pétrole au Togo. Doit-on avoir peur de tout ça là? Parce que une autre malversation est encore à l'horizon. Non, mais tu as demandé si on doit avoir peur. On doit être plutôt terrorisé. Non, nous devons être terrorisés parce que voilà une famille qui, je ne sais s'ils ont le don d'omniscience, et on les met sur ce que représente presque le second mouvement de l'économie, le pétrole. Comment il y a pas, on ne dira pas qu'il y a eu recrutement et au final c'est sur eux qu'on est tombé. Mais l'exemple direct que ça donne, c'est quoi? C'est que le fonctionnaire aujourd'hui, il n'a que faute de demander à son fils cultive l'excellence sur les bancs. On lui donne des exercices, il peut lui dire, ben, va faire foutre le cahier quelque part. L'essentiel est que je puisse avoir une place dans cette mafia-là et demain tu auras aussi ta place. Un peu comme des nominations que nous avons connues tout dernièrement. Des nominations qui m'ont fait flipper. Moi, ça y est que dans des groupes d'amis, quand on a annoncé ça, les gens disent, oh, ce pays, attends, où est-ce qu'on va? Donc, la conséquence directe, c'est en cela que je dis, il ne faut pas être effrayé, mais il faut être terrorisé. Parce que ça veut dire que l'école, je l'ai toujours dit, à cet âge, il faut qu'on ferme les écoles. Il faut qu'on ferme les écoles ou carrément. Pas pour le coronavirus. Non, pas pour le coronavirus. Non, il faut qu'on ferme les écoles parce qu'il n'y a plus de mérite. Il n'y a plus. Le mérite, c'est une valeur. Hein? Il n'y a plus. Il y a plus la culture. Il n'y a plus la culture de l'excellence. Il n'y a plus l'aiguisement de l'esprit. Ça y est, tu peux te lever et puis on te parachute n'importe où. Mais c'est ça que le chef de l'État est en train de cautionner. C'est aussi simple que ça. C'est ce que le chef de l'État est en train de cautionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut terminer son mandat, il veut toujours demeurer à la tête du pays, mais il faut qu'il sache que de gré ou de force, il faut qu'il rompt avec cela. Parce que les gens ne vont pas rester éternellement. Vous voyez, c'est des gens qui voient les Adjakli rester là encore des mois. On n'a rien contre les Adjakli, hein. C'est sur le principe. Et on voit des gens qui détournent allègrement, ils s'enrichissent et puis ils font quoi? Ils font des futilités avec l'argent. Ils ne construisent pas une entreprise où par exemple on recrute ou ils ne recyclent pas l'argent au bénéfice des citoyens. Ils ne recyclent pas l'argent au bénéfice des citoyens. Ils font des futilités avec l'argent public. Tu sais ce que ça peut créer comme foultitude. Le philosophe parle de foultitude. C'est-à-dire que la colère de l'homme, ça commence par de petites foultitudes. Ça foisonne un peu. Il a écrit, voilà, mais attends, notre bien public, voilà comment vous le gérez. Mais celui-ci, il a fait ça, on ne lui a rien dit. Mais il a été brouillon sur les bancs. Mais c'est lui qui est aujourd'hui chef.
etc. Et là, vous tuez la nation petit à petit, un peu comme l'écrivain l'a dit. Le ministre, ce qu'il fait, ce n'est pas de détourner, mais c'est le mauvais exemple qu'il laisse. C'est le mauvais exemple qu'il laisse. Et maintenant, à l'échelle république, c'est Jean-Jacques Rousseau qui parle dans son livre de la Respublica, définit la loi comme la conscience collective. Absolument. C'est parce qu'il y a tellement d'intérêts que les gens sont assis et disent ok d'accord, mais on crée la loi. Ou quand tu le violes, tu violes la conscience collective, donc on te brime, on te punit. Pour que l'équilibre social demeure. Alors, des gens se lèvent, ils violent la loi, vous ne leur dites absolument rien. Mais ça veut dire que vous détruisez le vivre ensemble, vous détruisez la République. Et celui qui détruit la République, raison pour laquelle moi je parlais d'une ligne, pour je mettre par exemple pour le cadre, pour ce que, vous voyez que les Américains savent qu'ils sont un peu plus cosmopolites. Les gens sont venus avec différentes cultures, etc. Donc, pour tout niveler, on donne force à la loi. Quand Obama parlait de mettre en place des institutions fortes, pas des hommes forts, mais on a ricané, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'institutions fortes. L'État, est-ce que l'État existe? L'État commande un audit, on rend le rapport et on ne dit rien jusqu'ici. C'est-à-dire même les personnes soulignées en rouge par l'audit, l'audit dit ils n'ont qu'à répondre devant la justice. Une fois devant la justice, on ne les limoge même pas. Et ils sont là encore dans leur fauteuil, ils sont encore à la commande. Comme si au Togo, il n'y a personne. On n'est pas capable. Quand on investit dans l'éducation, on n'a pas de techniciens, des gens rodés pour mettre en place ce sujet de la commande du pétrole pour que les choses soient plus transparentes. Parce que quand vous le faites comme ça, la Banque mondiale, les institutions avec qui on va chaque fois demander du crédit, ils vont nous traiter comme des moins que rien, ils seront brusqués. À un moment donné, ils vont demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne change pas d'État? On ne change pas de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas celui qui est à la tête? Et chaque fois, vous venez demander pendant que les gens détournent de l'argent allègrement comme ça et vous ne leur dites rien. Vous bradez le port dans les mains d'un Français, pas d'un groupe français, ça veut dire d'un individu. Vous bradez le port dans les mains d'un individu. Le coton, vous le remettez dans les mains d'un réseau à ramification, on ne sait jusqu'où ça mène. Après, vous ajoutez le soja, etc. Et après, vous venez demander qu'on finance les MIFA. La Banque mondiale finance le MIFA que le contribuable doit payer. À un moment donné, on risque d'arriver dans la situation du Ghana. Où, là, ce n'est plus une institution forte, mais il faut un homme fort qui vienne mettre en place des institutions fortes que, comme j'emprunte l'expression de feu John Rogers, même Satan ne viendra pas faire vaciller ces institutions-là. Merci beaucoup, Joël. Messieurs, nous allons observer une petite pause et nous revenons après.